la manière dont s'organise la non-conversation entre un certain Occident ou une Europe qui a beaucoup de mal à se trouver d'ailleurs, parce que l'européanisation est en cours. Donc il y a une espèce de brouillage, on pourrait dire, à la fois identitaire, mais aussi un brouillage des signaux. Comment se construit-on comme Européens? Et du coup, c'est vrai qu'il y a une facilité à considérer qu'il faut trouver là-bas, dans cet ailleurs que l'on ne veut pas trop définir et dont on ne veut pas savoir effectivement qu'il vit des évolutions et des transformations majeures, il faut trouver quelque chose qui soit une aune repérable. Et la femme est devenue ça. Elle est littéralement construite, elle est inventée à l'usage de mondes qui ne parviennent pas à s'accepter dans leur propre transformation. Donc, d'ailleurs, ce qu'on note assez bien, c'est que dans le monde musulman, la femme est un repère fixe. Elle est fixée par les hommes, elle est condamnée à son destin de femme dominée, soumise au voile, excisée, etc. etc. D'ailleurs, l'islam est devenu générateur de tous les mots, alors qu'on sait très bien que, par exemple, la cartographie de l'excision n'est pas la même que la cartographie de l'islam, mais ça, plus on le répète, et plus ça semble être difficile à admettre. Donc il y a effectivement une manière de fixer la femme, de l'inventer dans ce contexte-là, pour en quelque sorte lui faire porter une responsabilité, encore une fois, exorbitante. C'est très difficile pour des femmes qui, heureusement pour elles, dans la majorité, ne savent pas, au fond, quelle responsabilité leur incombe, de devoir réaliser le fantasme de l'Occident. Ce n'est pas leur rôle, ils ne sont pas là pour ça, ils ont une vie à vivre, et ça serait déjà très bien qu'on leur permette de la vivre sans en plus leur faire peser la responsabilité de frustration qui, au fond, s'enracine, on ne sait pas très bien où. Alors je voudrais qu'on aborde en quelques mots la Turquie, parce qu'elle est vraiment, à mon sens en tout cas, et certainement pour les organisateurs de ce débat au départ, un élément de fixation de cette tension entre un monde musulman et un monde européen chrétien. Est-ce que la relation avec la Turquie, l'intégration de la Turquie sera, elle, le grand message en direction du monde musulman pour dire non, l'Europe n'est pas une Europe chrétienne, mais c'est une Europe ouverte. C'est le combat. Si l'Europe veut se transformer en une grande Suisse libre, mais si elle veut compter dans les destinées universelles pour le siècle actuel et le prochain siècle, l'intégration de la Turquie, mais aussi du Maghreb et d'autres pays arabes, est absolument indispensable. Et à mon avis, les hommes politiques actuels qui ne voient pas cette contrainte géopolitique lourde, démographique, se trompent radicalement. Ils sont en train de tromper leur peuple. Puis, vous connaissez certainement Istanbul, la Turquie. Il n'y a vraiment pas de quoi faire peur aux Européens. Ce sont des rivages très familiers, très cosmopolites. Très cosmopolites. Vous avez tout à fait raison de souligner d'ailleurs le statut d'Istanbul de ce point de vue-là. C'est comme si en fait il n'y aurait pas un espèce de fantasme européen qui consisterait à inclure Istanbul dans l'Europe et à laisser le reste. Ça serait quand même bien si ça pouvait se passer comme ça. D'abord parce que c'est effectivement des deux côtés du Bosphore, mais aussi parce qu'on a, là aussi, hein, c'est de l'ordre du fantasme, c'est la grande porte, il y a toute une histoire qui ressurgit, à la fascination pour le sérail et pour le harem. Finalement, ça serait bien si on pouvait se contenter d'Istanbul. Sauf que derrière, il y a l'Anatolie, l'Asie mineure, une autre histoire d'ailleurs qui est aussi commune. Enfin, je veux dire, on sait très bien comment est-ce que le monde hellénique et d'autres mondes se sont déployés dans ces régions-là. Donc il ne s'agit pas de reconstituer quelque chose qui sera encore là de fantasmatique. On ne va pas retourner à l'époque de la Grèce antique. Mais ce qui est intéressant, c'est à la fois comment est-ce qu'on veut bien prendre et il faudrait aussi laisser. Mais ce que je notais, j'ai participé à une enquête qui a été faite par des Autrichiens et qui comparait la production de la presse sur l'adhésion de la Turquie à l'Europe. Et en fait, dans ces corpus de journaux autrichiens et français, ils avaient noté de manière tout à fait intéressante qu'il y avait une espèce de thématique récurrente qui était celle de la pénétration, du viol et en quelque sorte, de la perte de l'intégrité de l'Europe. Donc, en faisant une analyse de contenu des articles de différents journaux français et autrichiens, on retrouve en fait toute la thématique orientaliste, qui est complètement déployée dans la presse actuellement.
puisque c'est une enquête qui s'est finie en 2008. Donc quelque chose de très intéressant, parce qu'on a l'impression effectivement qu'on peut enfin, on est tous allés en Turquie, on a tous adoré notre voyage là-bas, sans parler de l'Afrique du Nord, et peut-être même qu'un jour on poussera plus loin nos voyages qui ne sont peut-être pas assez initiatiques d'ailleurs, mais en même temps, dans la presse, continue à se distiller une espèce de relation complètement fantasmatique. Finalement, l'Europe est efféminisée et livrée à ses nouveaux maîtres. Et là, alors en Autriche, ça prend la forme du fantasme du siège de Vienne, qui revient. Et puis en France, il y a aussi de quoi, effectivement, le viol, l'invasion, la fuite. Des régressions. Non, mais je pense que ça ne veut pas dire, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'alternative à ça. On n'est pas prisonnier des discours de la presse. D'abord parce que nous avons notre distance, nous avons notre capacité de jugement lorsque nous lisons les journaux. Puis parce que, effectivement, tout cela vient il y a une espèce de sophistication dans le discours qui fait que, effectivement, ça n'est pas un discours alarmiste. Il ne faudrait pas lever des armées pour résister contre tout ça, même si on est effectivement dans cette espèce de fantasme de la guerre de civilisation. Mais il y a une persistance, donc ce serait plus intéressant de le considérer comme une forme de réminiscence, de survivance d'un monde qui est en train de se défaire, effectivement, parce que l'Europe se pense de plus en plus différemment. Mais c'est encore logé ici et là, et c'est aussi intéressant d'être suffisamment vigilant pour le voir, c'est-à-dire ne pas nier ce qui se distille, y compris dans les médias et dans la presse. Merci. Je voudrais maintenant nous tourner vers ce côté-là de notre table et demander à Hanin Zorbi de nous donner un peu son témoignage. Alors, avant cela, je crois que nous avons un témoin qui est présent ici et qui souhaiterait faire une petite intervention, Youssef Bousmar, qui est du Parti des indigènes de la République. On vous donne la parole. Bonsoir. Allez-y quelques instants, puis nous passerons au débat sur la question palestinienne. Oui, effectivement, on a abordé différentes approches. Je partage tout à fait ce que disait Sarah Ganis tout à l'heure. Concernant cette bonne Europe qu'on aimerait garder, Istanbul, rejetant l'Anatolie et le reste de la Turquie, qui est beaucoup moins exotique. Mais j'aimerais revenir surtout sur une autre approche qui n'a pas en fait été abordée, c'est l'approche politique. Il est évident qu'il y a un problème sociologique qui se pose, comme on dit, l'acceptation par l'Europe d'une religion, l'Europe qui effectivement semble prendre ses distances avec le fait religieux, avec la foi, et on a l'irruption d'une religion comme ça. Il y a un fait sociologique, c'est vrai que la France ne ressemblera plus jamais au film de Fernandel, et un certain nombre de personnes le déplorent. C'est vrai que la France blanche, chrétienne, telle qu'on la voyait dans les films de Renoir et autres, ne sera plus comme cela, plus jamais comme cela, quoi qu'il se passe. Donc on a le sentiment d'un combat d'arrière-garde pour conserver cette Europe blanche chrétienne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces jeunes qui aujourd'hui retournent, enfin, ou vont vers l'islam, sont des Européens. Donc quand on parle de dialogue entre l'Europe et le monde musulman, il y a déjà là un non-sens total. Un petit retour sur l'histoire. N'oublions pas que la France, par exemple, la France était qualifiée de puissance musulmane. La France, jusqu'à la fin de la décolonisation, à l'ONU, figurait au titre des puissances musulmanes. Elle régnait sur plusieurs dizaines de millions, et M. Courbage pourra le confirmer, elle régnait sur plusieurs dizaines de millions de musulmans d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et ailleurs, et elle était considérée comme une puissance musulmane, à telle enseigne que lorsqu'il y a eu le fameux vote de l'ONU en 1947 pour le partage de la Palestine, le problème de la France, c'était de tenir compte de son opinion musulmane. Alors évidemment, on a vu malheureusement de quelle façon elle a tenu compte. Hein. Non, mais en tout cas, le fait était là. La France était une puissance musulmane. Alors il est tout à fait étonnant d'entendre maintenant parler de la France comme si elle venait de découvrir l'islam hier, comme si elle venait de découvrir... Non mais il y a un véritable problème, une sorte d'amnésie. En vérité, je pense qu'il y a un autre problème, c'est la question politique. C'est pas tellement celle d'un problème de Torino-Laragologie, hein, de mauvaise entente, c'est beaucoup plus un problème politique. La question n'est pas celle du dialogue entre l'islam et l'Occident, parce que l'islam fait partie de l'Occident, il l'était au Moyen-Âge, jusqu'à une époque forte avancée, et ça se passait apparemment très bien, même pendant les guerres, il y a toujours eu un dialogue, même pendant les guerres, pendant la Reconquista. La question est le contrôle de l'islam. C'est le contrôle de l'islam qui pose problème. C'est ce contrôle de l'islam
C'est volonté de contrôle de l'islam de la part des dirigeants politiques, l'islam qui apparaît comme